tous et à toutes. Alors, je suis Pierre qui va s'interposer entre des présentations sérieuses et d'autres un peu plus techniques. Tu peux te rapprocher du micro. Voilà. Donc, pour celles et ceux qui veulent reposer le cerveau, vous pouvez le faire. Pour celles et ceux qui s'intéressent au sujet, je suis désolé, mais on ne pourra pas effectivement faire très exhaustif. Mais l'idée est effectivement de faire simple dans la mesure pour pouvoir déclencher en fait les bons réflexes sur un sujet qui revient régulièrement sur la liste ou dans les échanges. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alexandre Archambault et au sein du groupe Filial, quand j'abuse pas à la galerie, disons que mon employeur n'ira avoir une connaissance de mes agissements réels ou supposés, donc c'est-à-dire que je m'occupe un petit peu du sujet que je vais vous exposer d'ici les prochaines minutes. Voilà. Alors, les obligations légales. Alors, qui n'a pas été confronté à cette situation? Quelqu'un qui vous appelle, qui se présente chez vous, avec un petit ton très amical, on va dire. Faites des exemples réels, hein, rassurez-vous. Voilà, donnez-moi cette IP-là, quel est le client derrière ce domaine-là, quelles sont les IP qui ont pu consulter ce site-là, ça m'intéresserait d'avoir l'activité email de Jean-Kevin, et j'en passe. J'ai de préférence pour ce soir, sinon je vais dire à ton patron et qui t'exposera de très grands ennuis, et Nancy s'occupera de ton cas. Voilà. En fait, c'est ce qu'on appelle les obligations légales. C'est quelque chose qui a peut-être un peu, qui va faire un peu démystifier. C'est vrai que l'État n'a pas été très bon là-dessus pour porter la parole, mais il faut savoir qu'en Europe en général, et en France en particulier, un opérateur d'accès, un fournisseur de services Internet doit être en mesure de contribuer à l'identification de ses utilisateurs. Je dis être en mesure de contribuer à l'identification. Ça ne veut pas dire nécessairement identifier. On y viendra par la suite. On se place aussi également dans la perspective où on est ce qu'on appelle en fait en réseau ouvert au public, c'est-à-dire vous fournissez de l'accès, ça peut être que l'accès soit payant ou gratuit, vous fournissez des services. On n'est pas là, en fait par la suite l'occasion d'y revenir, mais le temps était contraint, on n'est pas là dans ce qu'on appelle une configuration groupe fermé d'utilisateurs où les obligations peuvent être différentes. Mais en tout cas, pour celles et ceux qui ont pignon sur rue, c'est une obligation qui ne concerne, contrairement à ce qu'on peut penser, pas que les opérateurs qui sont déclarés à l'ARCEP. Ça a été confirmé de longue date par la jurisprudence. Là-dessus est arrivé en 2004 une loi qui s'appelle la SEN, qui est venue traiter le cas des fournisseurs de services. C'est consacré au niveau européen par une directive, c'est sanctionné au niveau national par le code pénal. Si vous avez affaire à des concurrents ou à des tiers qui s'estiment être lésés, votre responsabilité peut être engagée aussi bien au civil qu'au commercial. Et pour celles et ceux qui ont rempli leur petit fax à destination de l'ARCEP, vous n'êtes pas à l'abri d'une procédure de sanction. Alors on va me dire, parce qu'il y en a certains ici qui ont dû suivre l'actualité, t'es gentil, mais la Cour de justice de l'Union européenne, elle a tout cassé la directive que tu as évoquée tout à l'heure. Oui, c'est le cas. Enfin, mais en même temps, c'est un peu plus compliqué. Oui, la directive a été annulée récemment par l'Union européenne, mais pas tant pour des motifs de fond, c'est plutôt pour des motifs de forme. C'est-à-dire que la Cour européenne n'a pas remis en cause le principe même de conservation des données qui demeure, elle a simplement annulé la directive pour des motifs résidant en fait dans l'imprécision et l'absence de garantie en matière de mise en œuvre. Par ailleurs, quel est l'impact au niveau national, puisque la plupart du droit national maintenant découle du droit européen. Là-dessus, oui mais non, puisque en fait, la plupart des dispositions nationales en France sont issues, déjà d'une part, sont plus restrictives, c'est-à-dire que sont un peu plus bornées en termes de délai, sont un peu plus précises que la directive, et pour la plupart, elles sont issues d'avant la directive. Donc l'interprétation qu'en fait, on a posé la question à la CNIL, on a posé la question au Conseil d'État, l'interprétation de ces autorités, c'est que ces dispositions nationales qui ne rentrent pas en conflit avec les éléments qui ont été annulés demeurent. Voilà. Désolé pour la mise en page, mais on va finir par s'y retrouver. Qui peut demander des informations sur les utilisateurs? En premier lieu, tout officier de police judiciaire, mais qui doit agir dans le cadre d'une enquête. Parce qu'effectivement, par exemple, un maire est un officier de police judiciaire. Mais pour autant, ça ne n'autorise pas nécessairement à venir vous solliciter pour avoir des informations. Donc effectivement, il y a une enquête pénale qui a été engagée.
Vous pouvez aussi avoir, c'est le cas, un avocat ou un huissier qui se pointe chez vous. Ils ont tous essayé, ça peut donner effectivement des informations. Alors là, on insiste bien, oui, ils peuvent le faire, mais uniquement, et j'insiste bien, uniquement dans le cadre de l'exécution d'une décision de justice. On verra par la suite, vous avez dans le code de procédure civile ce qu'on appelle l'équivalent de la perquisition, qui est une procédure non contradictoire, c'est-à-dire qu'un tiers qui s'estime intéressé à obtenir des informations dans la perspective d'un procès ultérieur peut aller voir un juge qui va ordonner à un prestataire technique, qui n'est même pas partie à la procédure, d'avoir à communiquer ces éléments. Donc une fois que l'ordonnance, parce que le juge rend une ordonnance, c'est assez rapide, hein, c'est pour 3 jours, après c'est l'avocat ou l'huissier qui va venir frapper à votre porte. Donc, dans ce cas-là, vérifiez bien que c'est bien dans le cadre d'une décision de justice. On insiste bien, un avocat ou un huissier qui viendrait vous solliciter pour obtenir des informations sur vos utilisateurs, en dehors de toute décision de justice, c'est assez compliqué. Voilà. Aussi, sur les autorités administratives, on a la bien dénommée ADOPI et nos amis d'ANSSI, sans lesquels effectivement cette réunion n'aurait pas lieu, et on vient tous de les remercier aussi. Voilà, ça c'est fait. Mais aussi également d'autres administrations au titre de ce qu'on appelle le droit de communication. Donc c'est le FIC, c'est les douanes, c'est l'AMF, c'est la DGCCRF. On y reviendra par la suite, d'autant plus que sur ce dernier point, le Conseil d'État a rendu il y a quelques semaines de cela une étude sur les droits numériques et le Conseil d'État trouve que c'est un peu ce régime un peu open bar, ça fait bien de l'encadrer. Alors je passerai rapidement sur les dispositions légales, vous la retrouverez dans la présentation qui sera en ligne très prochainement, mais comme ça vous avez tous les éléments. Ce qu'on retient, c'est que cette obligation se porte avant tout sur des données d'identification. C'est vrai que ça ne va pas très bien sur l'écran, mais attention, c'est les données de connexion et d'identification, c'est surtout pas les données de trafic, je vais y revenir. Voilà. C'est une disposition qui effectivement est sanctionnée pénalement, c'est-à-dire que si vous ne le faites pas, c'est 75 000 € d'amende et sans préjudice de d'autres procédures ultérieures. Voilà. Donc on y arrive. Concrètement, donc la loi, vous la verrez tout à l'heure, mais quand vous aurez la présentation en clair, elle ne peut disposer que sur les généralités, donc elle ne va pas dire concrètement ce qu'on doit faire, enfin, définir précisément quelles sont les catégories. Elle renvoie sur un décret pour la mise en œuvre. Alors en la matière, on a 2 décrets. On a un décret historique qui est désormais codifié à l'article R10-13 du Code des postes et communications électroniques. Ça, c'est plutôt sur la partie, on va dire, accès, que l'accès soit filaire mais aussi hertzien. Je pense notamment parler tout à l'heure de Wi-Fi. Donc les hotspots rentrent dans cette catégorie. Et vous avez pour la partie service, service entendu au sens large, les décrets qui LCEN de février 2011. Ces 2 dispositions, ça a fait hurler du monde, il n'en demeure pas moins qu'elles ont été contestées devant le Conseil d'État qui les a validées. Donc, on va pouvoir faire avec. Donc, vous êtes déclaré RCEP, vous êtes notamment soumis au CPCE, pour l'accès. Donc, l'article en question pose, ça c'est le grand principe français, on aime bien poser un principe en disant non, surtout, il ne faut pas surveiller, il ne faut pas faire des grosses heures, donc il faut effacer et anonymiser tout ce qui est données techniques de connexion. Mais, vous ne le faites que dans un an. Donc en fait, c'est ça. C'est-à-dire que concrètement, ça veut dire que vous pouvez loguer ces éléments-là pendant un an, donc J+365. C'est-à-dire qu'au-delà d'un an, vous pouvez les conserver, et dans ce cas-là, ça va les anonymiser, ou sinon vous les détruisez. C'est-à-dire qu'au-delà d'un an, on ne peut plus rattacher ces éléments-là à un abonné ou à un utilisateur. Voilà. Donc sur la catégorie des données, c'est la fameuse décision R10-13. Vous voyez qu'on n'est pas super bien avancé avec ça. Alors, ouais, concrètement, c'est quoi une donnée technique de connexion? Pour faire simple, c'est tout ce qui a trait à l'identification de l'utilisateur d'une ressource. Donc la ressource, ça peut être aussi bien de l'accès que des services, à la localisation et à l'activité de ce dernier. En revanche, une chose qui est sûre, c'est que c'est rien qui a trait aux informations consultées, aux correspondances échangées par ce dernier. Alors vous allez me dire, une fois que tu as dit ça, on n'est pas plus avancé. Moi je vous répondrai parce qu'effectivement dans toute
présentation CNOG, on cite l'ANSSI, mais il faut aussi citer Stéphane Brockmeyer, qui vous dira qu'il y a une RFC pour ça, voire même mieux, il y a carrément un BCP sur le sujet, c'est-à-dire que c'est véritablement quelque chose qui doit être considéré comme quasi impératif pour le secteur, ou en tout état de cause, en cas de litige, qui va guider l'interprétation du juge dans vos obligations. Alors, un début de commencement, je vous disais qu'effectivement il y avait une disposition légale, il y a un arrêté, enfin il y a un article dans le code de procédure pénale qui définit, vous l'aurez effectivement dans les éléments plus en détail tout à l'heure, qui définit en fait un référentiel, c'est-à-dire que vous ne partez pas de zéro sur le sujet, donc qui va vous permettre de commencer à codifier les éléments et à organiser votre récit de stockage et de restitution des informations en conséquence. Donc, si on essaie de ramener sur deux sujets que sont l'accès ou les services, qu'est-ce qu'on doit loguer? En fait, c'est la correspondance, en fait, c'est de la bijection, en fait, entre rattacher un utilisateur à une IP. C'est rattacher un utilisateur ou un identifiant de courrier électronique ou de messagerie. C'est, dans le cas où vous serez dans une relation commerciale, rattacher cet utilisateur à un moyen de paiement, quel que soit le moyen de paiement. C'est aussi, lorsque vous avez cette information, le rattacher à l'adresse postale, qui peut être l'adresse d'installation, c'est assez facile pour du fixe. Pour le mobile, c'est un peu plus délicat, mais en tout état de cause, à partir du moment où vous êtes dans une relation commerciale, vous êtes censé avoir l'adresse de facturation. Pour ceux qui font des services un peu complémentaires, c'est quel est le serveur attribué ou la ressource machine attribuée à l'utilisateur. Justement sur les services, on parle effectivement de serveur, donc quand on dit serveur, c'est entendu au sens large, que ce soit un serveur physique, mais ça peut être aussi effectivement un serveur mutualisé, ou ça peut être des instances. C'est l'identifiant de compte sur la console de gestion, le courrier électronique, sur les forums, l'utilisateur, le moyen de paiement. Et c'est aussi également très important pour ceux qui font du web, parce que nous, en tant qu'opérateur de détail derrière, on peut être confronté à cela. Donc à chaque fois qu'il y a une requête type mail ou web, loguer l'IP qui va derrière. Donc, quand on logue l'IP, c'est la fameuse RFC 6302 qui est en maintenant en statut TCP. Qu'est-ce qu'elle dit cette RFC? Elle dit que même si effectivement ça déclenche des cris d'orfraie chez les ayatollahs de l'IP, mais voilà, on doit faire en sorte que, quand bien même on essaie de faire tous que l'IPv6 se doit, on doit faire avec le stock d'IPv4 qui est non pas une ressource illimitée, que donc du coup vous avez une NAT derrière tout ça, et que loguer une IP qui est partagée entre plusieurs abonnés, si vous n'avez pas le port source, c'est un peu délicat. Je vais vous donner un exemple. Sur le mobile, selon les opérateurs, une même adresse IP peut correspondre à 600 à 7000 abonnés. Potentiellement, 7000 ports qui vont défoncer pour rien. 6999 pour rien. Voilà. Et donc la RFC en question dit attention, elle n'est pas nouvelle, hein, elle date de 2006. Stéphane, sinon, me corrigera là-dessus. Je pense qu'elle est en week-end de formation avec lui. Mais globalement, elle dit voilà, vous devez faire avec, c'est pas compliqué, c'est une petite ligne de configuration en plus dans la page, donc faites-le, puisque sinon ça évitera effectivement des séances de ping-pong où vous aurez à nous expliquer. Voilà. Sur l'hébergement aussi, parce que le métier a considérablement évolué, parce qu'historiquement c'était la mise en commun de ressources physiques, de type serveur ou connectivité, qui était opérée directement par l'acteur. Et le métier a vraiment considérablement évolué. Il y a les serveurs dédiés qui sont arrivés, les racks dédiés, les Dell, les Zinpur, on est maintenant sur des DC privatifs. Et derrière, c'est pour ça qu'effectivement, il va falloir être un peu faire preuve de pédagogie vis-à-vis des personnes qui viendront vous voir pour vous demander des informations, puisqu'il y a du coup, même si dans le support, c'est une vision un peu image d'épinal du métier, selon l'offre souscrite par votre client, il y aura des choses qui seront possibles et d'autres pas, concrètement. Donc sur le cas plus simple, c'est le serveur mutualisé historique, l'hébergeur à la main sur la machine et les services. Donc là, à partir du moment où vous avez la main sur la machine et les services, vous êtes tenu de loguer toute l'activité
du serveur. Quand je dis activité, hors effectivement aspect contenu. Sur le serveur dédié, là, on commence à être un peu illuminé, puisque vous avez la main sur la machine, mais après, sur la configuration des services, c'est votre client qui a la main dessus. Donc, dit autrement, les seuls éléments que vous pourrez fournir sans avoir à souffrir de contestation, l'idée derrière tout ça, c'est d'éviter que votre client se retourne vers vous, c'est uniquement les logs d'accès ou de consultation de la console de gestion, pour ceux qui ont une console de gestion dématérialisée. Mais après, effectivement, ce que le client fait de sa machine, je pense notamment sur le web ou sur la base de données qu'elle héberge, etc., il faut renvoyer vers votre client. Puisque c'est vrai qu'effectivement, techniquement, si vous êtes route sur la machine, vous pourrez peut-être éventuellement, en partant du principe que le client n'a pas chiffré les éléments, avoir accès à ces informations-là, et vous n'êtes pas à l'abri dans ce cas-là, à ce que le client se retourne vers vous et vous accuse en fait de piratage. Voilà. L'autre cas, c'est le housing sur lequel l'extension naturelle du métier. Alors là, c'est vraiment assez simple, puisque l'hébergeur n'a aucune visibilité sur l'activité des machines et de la connectivité. Il n'a qu'une visibilité sur les accès, pour ceux qui proposent cet élément-là, sur les accès physiques ou à distance du client aux infrastructures ainsi mises à disposition. Alors, vous allez me dire, mais ton truc là, ça va me coûter un bras, quoi, parce qu'on appelle nous un CRS. Alors la bonne nouvelle, c'est que l'État est tenu d'indemniser les réquisitions judiciaires. Je vous ai montré tout à l'heure, il y a un petit barème, enfin, il y a un référentiel, et dans le référentiel, il y a la prestation, mais il y a également aussi le tarif que vous êtes fondé à facturer. C'est défini à l'article 43.9 du Code de procédure pénale. Alors, donc en intervalle, organisez-vous pour pouvoir conserver ces données, et conservation de données suppose en fait une déclaration CNIL à la fois sur le périmètre des données conservées, c'est une déclaration simple, donc pas très compliquée, et aussi également pour ceux qui le tiendraient, pour des raisons par exemple d'historisation ou de traçabilité, un registre des réquisitions judiciaires qui lui aussi doit être déclaré. Là aussi en déclaration simple. Alors, après, ouais, pour se faire payer, et là c'est le coup de génie, l'administration française dans toute sa splendeur, à l'heure du numérique, on a encore ça. Un beau petit formulaire à remplir, une réquisition, un formulaire, qui vous donne une idée, enfin, imaginez ce que ça peut donner pour un opérateur qui en reçoit à peu près 20 000 par mois. Autant vous dire qu'on a un système qui est tout sauf optimal. Ce que vous voyez là, c'est l'équivalent d'un mois de réquisition chez un opérateur type Bouygues, SFR, Orange ou Free. Voilà. Le système, vous comprenez, au bout d'un moment, ça peut énerver, on se retrouve effectivement avec un truc qui prend l'autre partout. Comme je vous disais, la bonne nouvelle, c'est que l'État paye. La mauvaise nouvelle, c'est que va falloir passer ça généralement par perdre des profits. Ceci étant dit, l'État est conscient effectivement de ça, parce que globalement, l'ardoise de l'État envers les opérateurs au sens large se monte à pas loin de 200 millions d'euros. Et donc a commencé à phosphorer sur un système un peu plus optimal, et donc est engagé dans ce que vous avez peut-être dû suivre à l'actualité, ce qu'on appelle la PNIJ, Plateforme nationale des interceptions judiciaires, qui porte très mal son nom, puisqu'en fait, l'idée derrière tout ça, c'est de dématérialiser l'ensemble de la chaîne de traitement des réquisitions judiciaires, aussi bien en émission qu'en bout de chaîne avec la facturation. C'est-à-dire qu'on aura un système où ça sera une facturation que vous enverrez au ministère de la Justice, qui après refacturera en interne sur les différentes entités, et globalement, comptablement, ça sera plus simple à gérer. Voilà. Donc pour l'instant, ce système est en cours de mise en place avec les principaux opérateurs, et a vocation à concerner l'ensemble des acteurs de communication électronique qui vont être amenés à faire l'objet de réquisitions judiciaires. Alors, je vous parlais là tout à l'heure du droit de communication de l'administration. C'est un cas particulier, parce que je vous parlais là tout à l'heure de réquisition judiciaire. En marge des réquisitions judiciaires, l'administration est fondée à vous solliciter pour obtenir des informations sur vos utilisateurs. C'est ce qu'on appelle le droit de communication. Historiquement, c'était le fisc. Après est arrivé la douane, l'ANSSI, l'AMF, la sécurité sociale, voilà. Initialement, c'était quelque chose de relativement simple, c'était cantonné à l'identification de clients de pièces comptables. Vous pouvez tout à fait se concevoir pour le fisc. Le fisc est là pour effectivement voir si il est bien recouvré correctement. Donc c'est pas illégitime qu'il y ait des demandes de communication de pièces comptables. Sauf que, dans une pièce comptable, notamment je prends le cas d'un opérateur, une facture détaillée, c'est une facture. Et donc c'est une pièce comptable. Voilà. Et donc ils se sont dit, ah bah ouais, mais en fait, ce droit de communication, pouf pouf, on le renvoie vers l'article 44.1 du Code des Postes et des Communications, qui lui-même renvoie sur le R13. Donc bref, on se retrouve avec un régime open bar,
puisque initialement cantonné à l'identification et les pièces comptables de clients, on se retrouve clairement à permettre à l'administration d'avoir une visibilité sur ce que font vos clients ou vos abonnés. Ça explique pourquoi. Alors peut-être effectivement ils ont été aidés par ce qui s'est passé outre-Atlantique, il y a une petite prise de conscience, mais ces derniers temps, donc le Conseil d'État s'est dit effectivement, dans certains cas ça peut être justifié, je pense notamment, il pense notamment que le partage sur tout ce qui est enquête pénale, mais à partir du moment où on va sur de l'administratif, on va peut-être un peu essayer d'encadrer ça, préciser un peu quelles peuvent être les finalités, qui peut faire quoi, qui ne peut ne pas. Enfin, voilà, il faut éviter que ça soit le régime actuel. Donc, le Conseil d'État est même assez critique sur le sujet. Donc, les fondements légaux du droit de communication, vous les avez tout cela en détail, je vais passer dessus rapidement. Autre aspect de notre activité, donc là on parlait d'identification d'abonnés, donc c'est effectivement un amont, il ne faut pas se leurrer. Derrière tout ça, pas tout le temps, heureusement, parce que sinon les réseaux s'écouleraient, mais il y a aussi ce qu'on appelle les écoutes. Mais les écoutes ne sont plus téléphoniques depuis 2004. Ça fait depuis à peu près 10 ans que maintenant c'est l'ensemble de ce qu'on appelle les interceptions de communication électronique. Donc potentiellement, Internet, le data peut être intercepté. Sachant qu'il y a deux catégories d'interceptions. Vous avez ce qu'on appelle les interceptions judiciaires, donc le prolongement logique des réquisitions judiciaires, qui est, alors autant sur les réquisitions judiciaires, c'est un OPJ qui va pouvoir émettre l'ordre. Les interceptions, c'est un peu plus intrusif quand même, donc c'est un magistrat. Il y a déjà une garantie, c'est un magistrat qui l'ordonne. Donc, et autrement, toute réquisition vous demandant de placer sous surveillance un abonné qui ne serait pas, qui n'émanerait pas d'un magistrat, considérez-la comme nulle et non avenue. Voilà. Le système, comme je vous disais, est en cours de refonte, avec une mise en œuvre centralisée par la PNIJ, qui est quelque chose, un projet qui est porté par le ministère de la Justice et qui est techniquement assuré par un prestataire extérieur qui s'appelle Thales. Ça fait hurler beaucoup de monde peut-être, mais de l'expérience qu'on en retire, on préfère effectivement, il n'y a pas de solution parfaite, on préfère ce système-là, où Thales a quand même un peu pignon sur rue, va se faire contrôler partout, va se faire DDoSer partout, donc au moins on aura quelque chose qui sera auditable, visible, par rapport au système actuel, ce qu'on appelle un peu les officines, où tout le monde est en dessous du spectre radar, on ne sait pas qui fait quoi, et qui pose accessoirement de gros soucis dans les réseaux quand vous avez atteint une certaine masse critique, surtout avec des dispositifs en coupure, qui ne sont pas top en termes de sécurité. Alors en complément, en marge en tout cas, le gros du volume, c'est les interceptions judiciaires. Chaque année au Parlement, un rapport est rendu, vous avez à peu près l'idée de la volumétrie. À côté de cela, on appelle ce que les interceptions de sécurité ou administratives. Démystifions un petit peu le sujet. C'est pas Big Brother, parce que c'est quelque chose, parce qu'il y en a il y a eu quelques petites dérives par le passé, donc quelque part on tire la leçon des erreurs du passé, et donc globalement le système est assez carré, puisque c'est quelque chose qui est ordonné directement par le Premier ministre. Quand je dis Premier ministre, en fait c'est la fonction, ça peut être délégué pour la permanence à une ou deux autres personnes, mais voilà, hiérarchiquement ça dépend du Premier ministre. C'est géré par un service centralisé qui dépend directement de ce dernier et qui peut être mis en œuvre que par des entités ou du personnel habilité, y compris également chez le directeur. Sur ces éléments-là aussi, ça nécessite de mettre en place vous avez des frais d'études, d'investissement, de développement, de recettes, des équipements spécifiques au cas des champs déployés dans le réseau. Les équipementiers seront ravis de vous solliciter sur ce sujet-là parce qu'ils ont forcément des solutions miracles qui vont permettre de respecter les obligations. Mais il faut savoir qu'effectivement ces éléments-là sont pris en charge par l'État. Historiquement, l'État avait essayé de vous coller ça en disant vous avez des licences, donc à l'époque on avait des licences, c'est encore le cas pour le mobile. Donc quelque part ça fait partie de votre obligation générale et là passez-le dans les frais généraux, on en parle plus. Le Conseil constitutionnel a rappelé que l'objectif premier d'un opérateur de communication électronique n'était pas nécessairement d'être un auxiliaire de justice, et que donc à partir du moment où l'État nous imposait des obligations, c'était à lui de les prendre en charge, bien évidemment dans le cadre des dispositifs qui sont guidés, c'est-à-dire que ça doit rester un centre de coût, donc qui est remboursé en fonction des coûts, ne surtout pas être un centre de profit. Donc autrement, c'est vous organisez pour être inefficace, l'inefficacité est votre charge. Un sujet aussi qui avait beaucoup fait hurler, il y a bientôt un an de cela, qui est le droit de communication dans le cadre de la loi de progression militaire.
Si on se replace un petit peu en perspective, c'était il y a un an de cela, cette loi est venue en fait un petit peu, vous parlez là tout à l'heure des interceptions administratives, mais il y avait une espèce de vide juridique sur, avant de faire une interception, il faut quand même qu'on puisse identifier la bonne cible, parce que sinon ça veut dire faire la pêche à la grenade. Donc il faut quand même demander des informations. Et il y avait un petit vide sur la capacité de l'administration, en tout cas pour les services de sécurité, à devoir demander des éléments d'identification et d'activité d'abonnés. Donc la loi de programmation militaire qui comblait cet élément-là est également aussi venue se placer dans une perspective où le numérique occupe la vie quotidienne et donc à intégrer le numérique dans le dispositif. Donc c'est les articles L246.1 et suivants du Code de la sécurité intérieure qui ne seront applicables qu'à partir du 1er janvier, ce qui nous laisse encore quelques mois. Mais là aussi, nous sommes quelques sérieuses garanties. Alors l'État a peut-être été très mauvais dans la pédagogie sur le sujet, c'est peut-être un peu braqué, mais là-dessus, c'est dito interception administrative. C'est-à-dire que la mise en œuvre ne peut être effectuée que sur le territoire national, par l'intermédiaire de ce fameux service dépendant du Premier ministre, donc pas d'accès direct des services enquêteurs au réseau ou au système d'information des opérateurs ou des fournisseurs de services concernés, clairement pour vraiment très clair là-dessus. Il y aura toujours effectivement ce service dépendant du Premier ministre qui fera l'interface, qui permet effectivement de faire l'intermédiation, de pouvoir tracer, savoir qui a fait quoi, et le cas échéant de fermer les vannes si jamais ça part dans les corps. Là aussi, selon des procédures sécurisées nécessitant une habilitation secret défense, en clair, ça veut dire que toute demande qui est adressée à une entité du personnel qui n'est pas habilitée est nulle et non indue. Effectivement, le gars en face de vous pourrait être très persuasif, mais vous sachez que si vous n'avez pas les tampons qui vont bien sur le dossier, vous engagez votre responsabilité. C'est ce qui arrive, par exemple, lorsque vous avez de la presse qui publie des comptes rendus qui sont classifiés, mais qui sont un peu convoqués, c'est un peu embêtant. Voilà, donc là-dessus, si vous n'avez pas les habilitations nécessaires, vous êtes totalement fondé à refuser poliment des demandes qui n'ont rien à suivre. Autrement, ça existe dans beaucoup de... Voilà. Donc ça explique qu'au bout d'un moment, les services sont assez pragmatiques sur ce sujet, parce que le but du jeu, c'est nous de travailler, c'est qu'on fait des auxiliaires de justice. Alors, pour finir, parce que vous parlez tout à l'heure effectivement des réflexes à dégager, vous avez une réquisition judiciaire, vous avez un huissier ou un avocat qui se pointe chez vous pour vous notifier une décision de justice. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, ne jamais faire le temps. Vous voyez, effectivement, vous avez vu le bout de papier, mais au bout d'un moment, si l'OPJ est assez motivé par son enquête, il finira toujours par trouver un procureur compréhensif pour vous amener à répondre par la force de ces éléments. Donc, toujours accuser réception, quand bien même vous ne serez pas en mesure de le traiter. Toujours accuser réception d'une réquisition judiciaire. Pourquoi? Parce que déjà, d'une part, le défaut de réponse est pénalement répréhensible, c'est 3 750 € à date sur le défaut de réponse. Les questions, ça fait partie des préconisations du rapport Robert sur la cybercriminalité, de la lourde, on parle de 75 000 €. Voilà, ça a failli passer hier, il y avait un amendement dans le sens au Sénat, mais finalement, il n'est pas passé. Pas d'excuse, ça revient dans un virage de l'autre. Pour celles et ceux qui disposent d'un service juridique, bien évidemment, les mettre dans la boucle. Là aussi, après, pour la suite, prendre attache avec l'officier de police judiciaire ou le magistrat pour lui expliquer, et j'insiste vraiment avec des mots simples, soyez basiques, ne faites pas du porte-meillère. Voilà. Facile, les attendre. Voilà. Mais pour lui expliquer avec des mots simples, sans jugement de valeur, sur ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Parce que dites-vous qu'en face, vous avez des gens qui ne connaissent pas du tout votre activité, qui donc aussi savent reconnaître leurs erreurs. Il faut dire effectivement, je comprends très bien, il y a une erreur manifeste, ok, vous me filez ce que vous avez et effectivement je corrige sur les éléments qui sont en périmètre. Vous avez peut-être été pour certains confrontés à ce qu'on appelle des demandes de coopération internationale. Autrement, c'est lorsque vous avez des cow-boys qui débarquent directement sur votre fax et qui vous disent que sous peine de très grosses sanctions, il faut que vous communiquiez les éléments. Là-dessus, soyez serein. Un opérateur, enfin, en tout cas, à partir du moment où vous êtes soumis au droit français, vous n'avez qu'à traiter qu'avec des OPJ nationaux. Bon, ça ne veut pas dire envoyez-vous les biens, mais dans ce cas-là, vous le renvoyez poliment vers les entités au sein de la police judiciaire qui traitent les états de coopération internationale.
Donc selon votre localisation, c'est soit l'OCLCTIC, soit la BEFTI, qui effectivement assureront l'interface. En cas de décision de justice, là aussi consultez d'urgence votre avocat, et de préférence un avocat qui est rodé aux communications électroniques, pas nécessairement ceux qui effectivement ils sont très bons en pénal, mais plutôt quelqu'un qui connaît les communications électroniques, qui connaît surtout aussi les procédures. Vous parlez là tout à l'heure effectivement du cas de perquisition civile qui est l'ordonnance 145 du code de procédure civile. Moi j'ai pu arriver des éléments sur lesquels on me demandait des données au-delà sur 2 ans, sur le coût ce genre de choses. La procédure étant non contradictoire, voilà. Donc il fallait effectivement faire obtenir une rétractation pour vérifier monsieur le juge. On peut tout à fait effectivement filer des éléments d'identification, de connexion et tout ce qui a trait au contenu ou à l'activité de notre abonné sur les correspondances échangées ou sur les informations qu'il a consultées. Désolé, c'est ce qu'on appelle de l'interception. Je vous fais qui se rapproche, ça tombe bien, on a bientôt terminé. Sur le droit de communication de l'administration, quelle est la conduite à tenir? Là aussi, ne jamais faire le mort et toujours accuser réception. Alors après là-dessus c'est l'histoire du jeu de la bichette de la souris, puisque l'administration n'est pas super très à l'aise, hormis l'ANSSI où le truc a été très bien bordé, mais elle n'est pas super très à l'aise, donc effectivement va vous menacer d'entrave à une enquête administrative, etc. C'est très impressionnant d'être convoqué à l'immeuble de douane ou à l'UGCCRF. Ils vous disent attention, voici une amende, sauf que vous pouvez tout à fait leur répondre, mais très bien l'amende. Comme ça, vous avez le moyen de faire, il vous apporte sur un plateau le moyen de faire une QPC qui permet de faire sauter la disposition à la lumière de ce que vient rappeler le conseil d'État. Voilà. Mais au moins, ne pas faire le mort, on prend la tâche avec l'enquêteur pour expliquer là aussi avec des mots simples, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, transmettre les éléments sollicités où il y a problème, donc l'identification d'un client, ses pièces comptables, là-dessus, vous êtes tenu de, si l'administration vous demande, vous êtes tenu de communiquer. Et pour celles et ceux qui sont joueurs, solliciter la CNIL les mines de la nation pour obtenir un avis sur les éléments qui peuvent poser problème. Une petite spécificité aussi du droit de communication de l'administration, et j'en terminerai là-dessus, ils peuvent aussi ce qu'on appelle la visite sur site. C'est-à-dire qu'ils peuvent effectivement débarquer directement chez vous, sauf que là-dessus, il y a des règles de procédure, donc quand même qu'ils vous avertissent avec un délai raisonnable. Pourquoi? Parce que tout simplement, que vous puissiez faire venir la personne qui aura les bonnes clés du bon ici, qui ne puisse pas effectivement repartir bonne. Et là aussi, la conduite à tenir, si jamais il débarque, les accueillir poliment, les faire patienter le temps que le service juridique ou la personne compétente sur le système puisse rappliquer. Elle n'est pas tenue en appliquer dans la petite suite, tout à fait effectivement avoir, si jamais il y a besoin de cramer, moi j'ai fait une violence, facile, c'est fait. Il est aussi très important s'abstenir de tout jugement de valeur sur l'activité, parce que toutes les personnes qui viennent vous voir, elles vous en mettent peut-être, mais elles ne font pas nécessairement gaieté de cœur. Donc, par contre, faites-le de façon polie et ferme. Et si vous avez des réserves, demandez-les à les consigner sur le procès verbal, parce que ça servira le moment venu pour la contestation. Voilà, j'en ai fini. Je fais assez de temps pour les sélections pour les questions. Je propose on les fera lorsqu'on lèvera un coup tout à l'heure, ou sinon, effectivement par mail. Voilà, merci de votre attention.